Travail. Nous n'étions pas en direct, mais ce matin, nous le sommes. Vous retrouverez en plateau le coach Tandara pour plus de conseils gym. Ibou nous accompagne également pour la chronique sociétale. Un invité aussi, Alioune Badara Kane, vous présentera son profil dans un petit moment. Vous retrouverez Alioune Diop pour la chronique archive que nous ouvrirons avant la fin de cette émission. Et après 7h30, je vous proposerai de regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinquiliba. Nous attendons bien sûr vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Dans un petit moment, je vous retrouve en plateau avec toute l'équipe. En attendant, ce matin, on démarre avec ceci. Regardez. Il est 6h35, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Exceptionnellement, nous démarrons le magazine ce matin, non pas avec le bulletin météo, mais plutôt avec ce clip en hommage tout simplement à tous nos lutteurs et à la lutte. Et vous aurez probablement compris pourquoi nous voulons ce matin rendre tout simplement hommage au promoteur Gaston Bang. Nous avons appris hier sa disparition. Il aura beaucoup fait pour la culture de manière générale et la lutte particulièrement. L'un des plus grands promoteurs, j'allais dire, figure emblématique de la lutte finalement. Il aura également contribué pour beaucoup à améliorer le cachet et les conditions de vie des lutteurs. Messieurs, bienvenue en plateau. Ce jeudi matin, comment allez-vous, mon cher Alioune? Ça va. Bien réveillé? Bien réveillé, on va le dire. Voilà, c'est ça. On est à jeudi, c'est l'avant-dernier jour de la semaine. Tout à fait. Donc, Quinquiliba. Donc, on se dit que, bon, il y a juste un jour à tenir encore, hein? Un plateau de 90 minutes pour mériter un week-end. Hein? Et ce sera le week-end. Coach Tandara, voilà. Bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour. Bien réveillé également? Oui, ça va très bien. Parfait. Cette triste nouvelle. On en reparlera dans un petit moment, coach Tandara. Ibou, bonjour, bienvenue également. Bonjour Sarah. Ça va? Super bien. Parfait. Heureuse de te retrouver sur le plateau. C'est réciproque. Notre invité est installé juste à côté de toi et je laisse le soin à Alioune Badara Kane de le présenter à nos téléspectateurs. Voilà, j'avoue que j'ai synthétisé le CV. Hein. Je ne pouvais pas m'arrêter sur tous les détails, machallah. Le CV est extrêmement élogieux et honore donc l'intelligentsia sénégalaise, surtout donc nos universitaires. Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Alors, il est directeur, certes, donc, de l'Office du Bac, professeur titulaire en informatique, télécommunication et électronique, mais il est surtout là en sa qualité de président de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique, hein, AXI, qui se dirige donc vers sa 14e conférence, si je ne m'abuse. Hein. Donc sa 14e conférence sur la recherche en informatique et ses applications. Cette année-ci, vous avez choisi comme thème, hein, ce thème-ci, la formation à distance dans les universités. Alors, quelle est la place des technologies émergentes face aux défis de l'inclusion digitale et de l'atteinte des objectifs d'apprentissage? Donc, ce sera l'occasion de revenir sur le travail, bien sûr, de l'AXI. Donc, vous êtes le président. Parlez de l'importance de l'informatique, de l'initiation. On va le dire précoce. Déjà, l'initiation, elle est précoce, mais c'est une bonne redondance d'initiation donc de nos jeunes pour que toutes les générations puissent maîtriser parfaitement donc les rouages de l'informatique, parce qu'un pays qui n'a pas de cadre, qui n'a pas d'ingénieurs en informatique est pratiquement aujourd'hui largué par les autres. On l'a vu avec donc les dragons asiatiques. C'est par le biais de l'informatique qu'ils ont su combler le fossé qui les séparait de l'Europe, et aujourd'hui il leur donne même le pion. Alors pourquoi pas l'Afrique, pourquoi pas le Sénégal? Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous, professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Bonjour professeur. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un plaisir pour moi de venir ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Et merci pour le Quinquiliba. Ah, il est excellent? Il est excellent. Ah, merci. Merci de le confirmer ce matin également. Quand on porte un prénom, j'allais dire, aussi lourd, Cheikh Ahmadou Bamba, je crois qu'on a une exigence de réussir, de bien travailler et surtout d'être un modèle, n'est-ce pas? Effectivement. C'est un sacerdoce. Merci de me prêter le mot. C'est un sacerdoce, c'est exactement cela. Les parents doivent donc bien choisir les prénoms des enfants. Il paraît même que ça poursuit finalement les enfants, les prénoms qu'on leur donne. Ça trace leur destinée. Les plus positifs. D'ailleurs même, c'est réglementé. On ne peut pas donner n'importe quel prénom à son enfant. Donc il faut donner quelques noms qui sont des références. Quand je vois quelqu'un qui s'appelle Madjojo, qui s'appelle Eli Bouna Albourindao, j'ai tellement de fierté, ou bien Djogoy, ou bien Mbissine. Hein? Je me dis, mais super.
C'est pourquoi je réclame toujours le hibou à la place de... À la place de Ibrahim. Allez, messieurs, on s'arrête sur le premier sujet de ce matin avant d'en venir évidemment au sujet que vous aborderez dans vos différentes conférences. Ou sinon, je pose la question maintenant. Ibou, de quoi parlerons-nous dans ta chronique sociétale de ce matin? Du travail, emploi, économie, notre société, notre citoyenneté, la sociologie, surtout les marchands ambulants, non marchands ambulants, qui sont de 3 catégories. Hein. Il y a certains qui sont fixes, qu'on connaît même finalement, comme si c'était un petit marché. Tout à fait. Il y a d'autres qui sont les itinérants. Vraiment, c'est à pied, extrêmement douloureux. Et ce qu'on appelle les mobiles. Très bien. Qui utilisent des moyens de locomotion pour pouvoir se déplacer. Disons que c'est tout simplement lié à la célébration de la Journée internationale du travail hier. On reste donc dans cette dynamique. Coach Tandakha, la gym ce matin, ce sera? Alors, on va parler de musculation, mais une musculation assez spéciale, puisque c'est la musculation des débutants. Alors, les débutants perdent beaucoup attention. Ce sera une musculation isométrique, comme on dit, avec sans charge, et une musculation isotonique, si vous voulez, donc avec les chats. Très bien. Il y a de nombreux autres sujets d'actualité sur lesquels j'aimerais vous interpeller ce matin. On va y aller très rapidement. On a commencé justement avec cet hommage que nous voulons rendre ce matin à Gaston Beng. On a appris sa disparition hier, je le disais, et ce matin, nous présentons nos condoléances finalement à toute la famille de la lutte, à sa famille particulièrement, mais au Sénégal tout entier, parce qu'il aura contribué, je le disais tout à l'heure, à la promotion de cette lutte sénégalaise, bien de chez nous, qui aujourd'hui a traversé le monde. Gaston Beng aura organisé des combats VIP, des combats dans l'arène qui auront réussi à drainer du monde véritablement. Il aura aussi réussi à convaincre les plus grands sponsors à mettre de gros cachets pour ces lutteurs-là. Il s'en est allé. Que gardez-vous et que retenez-vous finalement de l'homme? Coach Tandakha d'abord. Oui, on retient beaucoup de choses, puisque Gaston Beng, c'est vrai, on le connaissait malade, on savait qu'il était malade, évidemment. On a beaucoup prié pour lui, mais comme on dit, c'est le dessein, accepter la volonté divine, et puis maintenant prier pour le repos de son âme. C'est ça. Voilà quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Je ne veux pas dire simplement la lutte, mais le sport sénégalais. On n'oublie pas que Gaston a été à la Fédération sénégalaise de football. Il a été l'agent marketing de la Fédération sénégalaise de football, à un moment donné responsable, en tout cas, de la communication, mais aussi du marketing au niveau de cette fédération. Alors, on retiendra un très grand promoteur qui a révolutionné, en tout cas, la lutte sénégalaise de par la manière d'organiser, ensuite la revalorisation des cachets. En tout cas, il a beaucoup donné. Absolument. Et il a donné jusqu'à son dernier soupir. Je crois que ça aussi, il faut le souligner. Et même la retransmission de ces combats de lutte. Hein. Gaston Beng y est pour beaucoup dans cette retransmission sur les différentes chaînes de télévision, Alioune Badara. Voilà, j'ai t'ai vu, en fait, voilà, avec une certaine précaution dans le langage, c'est normal, ça c'est la déformation journalistique hein, dont tu es victime, dont nous sommes nous tous victimes quand il s'agit de donner certains qualificatifs, d'être un peu plus prudent sur les bords, ne pas dire tout de go de façon catégorique que tel est le plus ou bien le moins. Mais Gaston, pour ce qui concerne Gaston Beng, on peut le dire sans embâche, il aura été le plus grand promoteur de lutte du Sénégal. Voilà. Il n'y a même pas à dire il a été le plus grand promoteur de lutte du Sénégal parce que c'est lui qui a révolutionné la lutte sénégalaise. C'est lui qui a permis à la lutte sénégalaise d'entrer de plein pied plutôt dans la modernité en acceptant de donner certains cachets aux lutteurs. Je crois que, et même au-delà de cela, il était également le conseil financier et tout cela. On peut prendre l'exemple d'un jeune lutteur. Certes, à l'époque, Balla Gaye numéro 2, c'est Gaston qui lui a construit clé en main sa première maison. Il lui a dit, écoutez, la lutte est une période assez courte dans la vie d'un sportif, surtout ici au Sénégal, où vous faites face à tellement de pression sociale. Votre premier gros cachet, je ne vais pas vous le donner. Voilà. Je vais le réserver pour qu'on puisse avoir une maison à la suite de ce combat. Et il a tenu parole. Aujourd'hui, donc Balla Gaye, souvent, il le relate sur les plateaux, en tout cas où il est présent. Autre chose également, donc la modernisation, c'est-à-dire le fait de donner un cachet populaire, festif à ces grands combats, à la signature de contrats. Je pense que d'ailleurs, c'est de là qu'est né son surnom,
qui n'est pas du tout usurpé. Le Don King. Don King, c'est le pendant américain donc, de Gaston Mbengue ici au Sénégal. Don King qui aux États-Unis a révolutionné la boxe, qui a permis à la boxe de payer donc, à des boxeurs voilà, des cachets de plusieurs milliards si on devait convertir cela en francs CFA. Et je pense que Gaston était sur cette dynamique et grâce à lui, d'autres ont éclos, d'autres l'ont rejoint dans ce milieu-là. On peut penser à, par exemple, Luc Nicolaï de Mour, oui, voilà, Aziz Ndiaye. Exactement, voilà, j'allais citer Aziz Ndiaye tout récemment. Également. Oui. Donc Gaston Mbengue, véritablement, il aura été un modèle. Quelqu'un qui a cru en lui, qui s'est battu, qui s'est frayé tout seul son chemin, parce que n'oublions pas que c'est un Dom Ndiambour, Boy Ndiambour, comme on dit, qui débarque de Louga, fraîchement, qui débarque de Louga, qui s'installe ici voilà, à Dakar, plus précisément à Sandaga, où il tenait un petit commerce. Et chemin faisant, il s'est intéressé de près à la lutte parce qu'il habitait donc au quartier Fass. Et il avait l'habitude donc de croiser ces champions-là qui, certes, voilà, drainaient du monde, mais gagnaient peu. Voilà, qui avait du mal à joindre debout. Et pourtant, ils ont tout donné au Sénégal parce que la lutte, quand même, c'est notre sport national et ça a permis au Sénégal aujourd'hui, au Sénégal donc de rayonner sur le plan culturel, au-delà même du fait sportif. Et donc, c'est à partir de cela que Gaston Mbengue s'est lancé dans la lutte et ça lui a vraiment réussi. Et au-delà de la lutte, comme l'a dit donc coach Tandakha, il a embrassé également d'autres disciplines. Il a été aussi un grand footeur parce que grand supporter donc du Ndiambour de Louga, le club fagnon bien sûr phare de tout Ndiambour. Il aura aidé aussi le Ndiambour à avoir vraiment des finances ouvertes et à l'époque le Ndiambour quand même rivalisait avec les meilleures équipes de Dakar. Tout cela donc c'est en partie le legs de Gaston Mbengue et je pense que son fils saura l'entretenir pour que sa mémoire, son image puisse rester dans les mémoires. Francis, qui est à la réalisation, est-ce qu'on peut avoir aussi quelques images de combats de lutte? Ce serait bien pour agrémenter tout ça. Ibou, ce matin, nous rendons hommage. Merci beaucoup pour la réactivité. C'est une triste nouvelle. Le principe de la vie repose sur une fin, mais elle demeure douloureuse. Monsieur Gaston Mbengue, finalement, on a tous, moi, en tout cas personnellement, c'est le ressenti comme si c'était un proche. Si vous touchez à la musique, vous verrez Gaston. Si vous touchez à l'habillement, vous verrez Gaston. Même pour parler de manger, vous verrez Gaston. La chose politique, vous verrez Gaston. Là où il a été totalement inconnu, inoffensif et pas du tout présent, c'est sur la chose religieuse. En dehors de la chose religieuse, qui peut dire Gaston n'a pas été présent quelque part? Partout. Partout. Si on parle d'économie, Gaston est présent. Parce que sur son projet de CLAF, quand il l'a mis il y a une quinzaine d'années, pour ne pas dire une vingtaine, avec les Modelo, avec les Os, Sossat, avec les Balagay, le Lion de Guédiawaye, avec d'autres qu'on ne connaissait pas et qu'il a réussi à mettre devant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait que les ténors. Mais lui, il est parti prendre les juniors. Et ces juniors-là sont devenus les ténors d'actuels. Si ce n'est pas un flair, si ce n'est pas un homme d'affaires, si ce n'est pas quelqu'un capable d'investir après une réelle observation d'un environnement culturel qui est très fluctuant et clivant, mais c'est parce qu'il avait ce talent, il avait ce don. C'est vrai. Je ne crois pas qu'il a été dans une langue de bois ou cherché à plaire. Chaque fois que j'ai pu l'observer de loin dans ses sorties, il a été cash, sans chercher à humilier ni méprisant, mais de dire tout simplement sa part de vérité, qui est mosaïquée par rapport aux autres vérités, parce que toute vérité est relative. Pour que ça soit absolu, il faut qu'on arrive à une mort certaine, comme dans son cas-ci. Je pense à sa sœur, qui doit être sa grande sœur, qui représente une institution, Aminata Mbengue, Ndiaye, je crois, et qui également représente le Parti socialiste, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est les purs produits politiques du Sénégal. Je lui porte toutes mes condoléances et je crois ce qu'il faudrait au niveau de la ville de Louga. On a eu le père Djilimbaï, on a eu d'autres, mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on arrive un instant, que nos communes, que nos maires puissent avoir des journées dédiées à nos disparus et que de fil en aiguille, si chaque commune le fasse, il arrive un moment, on a ce qu'on appelle nos identités remarquables de ce pays. C'est ça. Et que Dieu l'accueille dans son paradis et que pour ses proches, que Dieu apaise leur cœur. Amin, amin. Professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, un mot sur... Oui, moi je dirais que Gaston, je vais dire qu'il a un mindset d'un chercheur. Parce qu'un chercheur, il fait un état de l'art, il regarde ce qui ne va pas, et ensuite après il essaye d'innover, d'apporter des choses. Donc il avait le mindset d'un chercheur, que Dieu l'accueille au paradis. Merci. Et nous prions évidemment encore une fois ce matin pour lui, vous l'avez dit, que Dieu l'accueille dans son paradis.
qu'il repose en paix encore une fois. Nos sincères condoléances à toute sa famille. Autre sujet d'actualité ce matin, vous l'avez probablement appris, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye est rentré de Guinée-Bissau. Il a effectué une visite d'amitié et de travail. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue Umaru Sissoco Embalo pour consolider bien évidemment les relations de bon voisinage. Il est rentré, il a rencontré les différents responsables des syndicats. Hier, c'était donc le 1er mai au Palais de la République. Mais véritablement, l'actualité phare pour moi, c'est surtout cette visite inopinée finalement sur les sites d'extension de Mbour où le chef de l'État était. Il a également pu constater lui-même sur place les irrégularités qu'il faut corriger, dans la nouvelle ville de Thiès également. Il a parlé de restituer la justice sociale et c'est important parce que justement dans les attributions, il y a beaucoup de choses à corriger. On ne peut pas accorder plus de parcelles à des particuliers qu'à la commune elle-même, à la ville elle-même. J'allais même dire tout simplement à ceux-là qui habitent sur place finalement. Et donc ces irrégularités-là, il va falloir les corriger. Et pour les corriger, des mesures conservatoires ont déjà été prises. Cela ne concerne pas que Mbour 4 ou la nouvelle ville de Thiès. Sur le littoral également, eh bien, le chef de l'État a décidé d'arrêter tout simplement les constructions et les aménagements en cours. La bande de Filao également. Toutes ces mesures visent tout simplement à regarder, à auditer, à voir qui a pris quoi, qui a déjà eu quoi, qui est en train de construire quoi, faire un peu le point avant véritablement de poursuivre les choses. Une démarche à saluer, en tout cas saluée par les populations. Un geste que nous saluons également ce matin parce qu'encore une fois, le domaine public doit rester dans le public. On doit pouvoir accéder en prenant tout simplement le littoral à nos plages, coach Tandara, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, c'est vrai que ça fait mal souvent, évidemment au niveau de nos plages, c'est vrai que mal fréquenté justement par ce que j'appelle le mur. Hein. C'est vrai que c'est des plages... parce que privatisées, pour beaucoup, on n'a plus accès. C'est vrai, c'est des plages qui sont véritablement complètement mises aux oubliettes. Vous ne savez souvent même pas s'il existe une plage ici, tellement... les plages sont tellement mises complètement à l'écart, hein, puisque là, véritablement, ça ne fait pas bon de vivre dans des conditions comme celle-là. Je crois que le président de la République, c'est vrai, il a parfaitement raison. Et je pense que remettre, en tout cas, les choses à l'endroit, comme on dit, mais c'est assez salutaire. Bon, je vais être très laconique dans cette affaire-là, mais je crois que c'est assurément une bonne voie. Alioune, on est chez toi? Mbour 4, mais... Thiès, et même dans l'environnement, hein, on sait que c'est une passion chez toi. Le sentiment le mieux partagé à Thiès après la visite du président, c'est la stupéfaction. Les Thiessois, ils n'en reviennent pas de savoir qu'une commune comme Thiès, une ville comme Thiès, avec tout ce qu'elle a comme attente donc, chez ces jeunes et tout, n'a bénéficié que de 125 parcelles. C'est 3 hectares. Hein. J'ai appris ça hier aussi. C'est-à-dire la commune de Thiès, dans sa globalité, n'a eu droit qu'à 125 hectares, plutôt 125 parcelles. 125 parcelles qu'elle devait distribuer aux Thiessois chanceux. Parce que ça, c'est une question de chance, c'est de la loterie. 125 parcelles quand même, pour une ville comme Thiès. Cela démontre véritablement donc, voilà, les enjeux, en tout cas, de ce dossier, mais également l'immensité du carnage, parce que c'est un véritable carnage foncier, il faut avoir le courage de le dire quand même. Comment un Sénégalais, comme nous, d'égale dignité, peut-il se retrouver avec 20 hectares, de 13 hectares, par exemple 100 hectares 13 hectares pour un seul Sénégalais, n'est-ce pas, qui bénéficie des mêmes droits et privilèges, voilà, et devoirs que moi. Lui, il a droit à 13 hectares, 100. Certains se retrouvent avec une vingtaine de parcelles. C'est incroyable. Je pense que ça, il y avait lieu quand même de dire stop. Prenons le temps de revoir tout cela. L'autre commune également, qui est pourtant même plus impactée que Thiès, c'est la commune de Kermousso. On n'en parle pas parce que souvent les communes rurales ne bénéficient pas d'une bonne publicité. Pourtant, l'essentiel de l'assiette foncière est dans cette commune-là rurale, qui est donc la commune de Kermousso, qui a moins que Thiès par rapport à la clé de répartition des parcelles. En fait, des fois, je perds même, j'en perds même mon latin, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est scandaleux, je n'en revenais pas. Je pense qu'avec l'arbitrage qui sera fait, les rectifications que le président de la République, en tout cas, fera, avec bien sûr ses conseils techniques,
on aura un sentiment quand même de justice en tant que Thiessois. Absolument. Certes, je ne suis pas sur ce plateau pour être l'avocat de Thiès, je suis originaire de Thiès, donc c'est tout à fait normal que cette question-là puisse véritablement donc me concerner au plus haut point. Mais il y a lieu aujourd'hui de revoir toutes ces politiques foncières à travers le territoire national pour que au Sénégal, qu'il n'y ait pas un super Sénégalais, un Sénégalais lambda, on va le dire, quoi. Hein? D'autant plus que qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 13 hectares? Je pense que c'est des promoteurs qui achètent, qui construisent et après... C'est incroyable. Et c'est ce que je me dis. Parce que mais c'est de la mafia. Une seule personne, qu'est-ce qu'on va faire avec 13 hectares? C'est de la mafia, c'est de la mafia. C'est juste ça. Hein. On t'enrichit sur une signature, tu deviens milliardaire. Hein. C'est ça également, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, tu peux être un gorgolou comme Alioune Badara aujourd'hui, hein, avoir du mal à arrondir le fin du mois, hein, avoir toujours des prêts sur ton cou et tout. Et demain, par le simple canal d'une délibération, on t'accorde 13 hectares comme ça. Tu vas dans n'importe quelle banque, mais tu te retrouves milliardaire. Ou bien tu morcelles cela en parcelle, tu te retrouves milliardaire comme ça. Maintenant, en contrepartie, qu'est-ce que tu vas donner? Ça aussi, il faut le dire, quoi. Je pense que ça a été une très bonne chose. Moi, hier, j'étais vraiment choqué quand j'ai entendu que de la bouche même de l'édile de Thiès, que Thiès n'a eu droit qu'à 125 parcelles. Ça, à la limite, c'est même humoristique. Vous vous dites, mais est-ce que finalement, nous sommes dans un pays sérieux? Heureusement, le président donc, semble se donner les moyens pour rectifier donc, toutes ces injustices-là, pour que l'accès au foncier soit facilité à tous les Sénégalais, quel que soit leur grade, fonction et autres. Véritablement, ça, c'est une demande nationale. Et c'est un dossier que nous allons suivre également. Ibou, j'aimerais t'entendre sur justement cette demande également du président de la République d'arrêter tous les aménagements et les constructions en cours au niveau du littoral. Je crois que ça aussi c'est important de la bande des Filao ici. L'environnement doit être préservé. Je disais tout à l'heure, le domaine public, le littoral, c'est pour tout le monde et ça doit le rester. Le foncier en général n'est pas extensible. Nous le savons tous. Et vous savez qu'on enterre les proches par rapport à un foncier. Si je suis de Fan Gueule Tapée, je souhaite qu'on m'enterre pas loin. Le cimetière de Yoff. Est-ce qu'on va m'enterrer à Bakel? On peut. Est-ce qu'on va m'enterrer ailleurs? On peut. Mais le choix, c'est quoi? C'est d'abord là où j'ai mes racines, mon terroir. Quelqu'un disait que la carte n'est pas le territoire. Et la décision du président Diomaye, mais j'en suis tellement ému et ravi. On ne demande pas au président Diomaye d'être le plus diplômé. Il ne peut pas l'être. On ne lui demande pas d'être le plus riche, il ne peut pas l'être. On ne lui demande pas d'être le plus beau, il ne peut pas l'être. On lui demande juste de nous donner le sentiment d'une justice, mais pas de n'importe quelle justice. Pas la justice technique, pas la justice institutionnelle, mais ce sentiment de justice sociale. C'est ça. Mais également son parcours personnel de Ndengler. Il ne faut pas l'oublier, de Ndiaga Niao. Mais quand on en arrive là, on sait où on devrait aller dans la cartographie des litiges fonciers. Il y a Télédac, le contentieux qui, à travers un outil informatisé, peut réduire les risques de contentieux. Vous savez que les grandes luttes se font à partir des territoires. Les grandes guerres se sont faites à partir des territoires. Un pays comme le Sénégal, qui n'a pas plus de 2 millions de kilomètres carrés de possibilités, qui a à peu près, je ne sais même pas combien de kilomètres carrés arables. Mais l'habitat, quand vous n'avez pas une maison, vous n'avez presque rien. Et être locataire, un vieux locataire à la retraite et que vous vous retrouvez avec des miettes, c'est tout ce foncier qui regroupe ces sentiments d'injustice. La justice sociale, oui, mais avec la bonne méthode, de faire une méthode pédagogique, une bonne communication, sans tambour ni trompette, avec des petits mots, avec les autorités impliquées, avec d'autres qu'on ne peut pas, de visibles comme savoir. Est-ce que ce n'est pas vraiment la Casa Nostra foncière qui sait exister? mais très honnêtement, vous ne pouvez pas imaginer la violence qu'il y a quand vous êtes là et que c'est votre terroir, c'est votre identité. Et qu'on en fasse un produit commercial et qu'on le market ailleurs et qu'on vous demande, monsieur ou madame, quittez ce territoire, quittez ce terroir, votre identité. Vous êtes dans comment? Mais c'est presque une explosion. Toutes les révolutions se feront à partir d'une injustice sociale. Et donc, heureusement que le président Diomaye a posé le grand acte. Et vraiment, merci et bravo encore. Et nous prions davantage pour lui. Plus de santé et plus de bonheur. On termine justement sur ce dossier avec notre invité. Je vous laisse réagir tout simplement, professeur Cheikh Ahmadou Bamba-Gaye. Oui, moi je me rappelle quand j'étais étudiant à l'UCAD quelques années plus tôt, on partait sur la corniche pour aller s'aérer l'esprit. Oui. Parce que quand on est au niveau des campus, tu étudies, tu es fatigué, tu pars t'aérer. C'est ça. Mais du moment où maintenant cette corniche-là, elle est fermée,
Et ça va amener le fait que les gens vont partir dans d'autres substances chimiques pour essayer d'aérer l'esprit. Donc il faut que les gens trouvent la corrélation entre tout ce que nous avons comme stupéfiants au niveau du Sénégal et le manque d'espace pour s'aérer l'esprit. Donc c'est une très bonne chose, à mon avis. Absolument. Merci beaucoup pour tous ces commentaires. Coach Tandakha, on va avancer sur le conducteur et passer bien évidemment à la chronique gym de ce matin. Rappelez également que la bande des Filao, c'est important quand on parle d'environnement, quand on parle de préservation de l'environnement, de poumons verts. D'ailleurs, à Dakar, on en cherche un tout petit peu partout. Et donc cet espace-là aussi mérite d'être préservé, d'autant qu'il y a beaucoup d'activités sur place. Le maraîchage, par exemple, c'est important de souligner cela, que les populations sur place s'y attellent également. Et puis, ça permet aussi de réduire, ou en tout cas de contribuer à freiner l'avancée de la mer. Donc, c'est un site à préserver absolument, malheureusement, un peu comme le Technopole. Ça fait l'objet de toutes les convoitises, j'allais dire, finalement. Il faudrait plutôt dire, je crois, l'ex-bande des Filao. Il ne reste qu'une petite portion. Ça a été il y a une partie qui a été déclassifiée. De Tuaoun Peulh à Malika, il n'y a que cette portion qui reste. Et on voit les bienfaits d'ailleurs. Sur cette partie de la route, il n'y a jamais d'ensablement. Et puis même le brouillard, bon, en fait, se fait moins sentir sur cette axe-là, parce que tout simplement, il y a la présence donc, de ces Filao. Ouais, donc l'intérêt d'avoir notamment du verre sur le littoral. Ils n'ont pas compris cela qui s'échinent à abattre ces arbres-là. Malheureusement. Ouais. En tout cas, on espère que les mesures prises par les nouvelles autorités vont permettre de changer la donne, en tout cas, regarder de plus près tout cela et prendre les bonnes décisions. Coach, la gym ce matin, c'est avec vous et on en reparle en détail juste après ceci. Il est 7 h, on rentre dans le vif du sujet de ce matin. On va parler de la musculation chez les débutants. Qu'est-ce qu'on doit savoir justement et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que débutant, coach Tandakha? Alors, ce qu'il faut faire, c'est donc de se préparer mentalement, psychologiquement, puisque quand vous avez... Ça, c'est pour Alioune, hein? Ah oui, oui. Parce que... hein, mon cher Alioune? Ça, c'est ta chronique, il faut la suivre, hein. Débutant. Alors, quand vous avez une masse de fonte, quand vous devez soulever pour la première fois 40, 50 kilos, il faut être physiquement prêt, mais aussi mentalement. Il faut également peut-être se fier à un conseiller, peut-être un moniteur, un instructeur ou un coach tout court pour ne pas faire des erreurs et éviter les accidents sportifs, puisque dans le sport, il y a énormément d'accidents sportifs. Coach Tandakha, c'est-à-dire qu'à la maison, on ne peut pas acheter des haltères quand on est débutant et commencer à s'entraîner. Il faut absolument un coach. Mais si vous avez un bon conseiller, mais ça peut passer, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la musculation qu'on appelle la musculation isotonique. Donc, vous faites cette musculation avec des poids. Mais il faudrait surtout éviter ces accidents en prenant toutes les dispositions sur le plan mental, sur le plan psychologique. Et ensuite, commencer par ce qu'on appelle la musculation du haut du corps. Alors là, je vais penser à un exercice qui s'appelle le full body. Le full body, c'est un exercice qui, en tout cas, va toucher tous les groupes musculaires avant d'aller vers les membres inférieurs. Mais si vous le voulez bien, on va avoir avec le coach Bou qui va revenir sur cet exercice et ensuite exercer. Très bien, on regarde l'élément. Bonjour mesdames et messieurs, on vous salue vous tous et à tous ceux qui sont sur le plateau, un coucou à vous tous. Donc aujourd'hui on est là avec notre thème qu'on va vous proposer qui va parler de la musculation pour les tout débutants. Donc dans le cadre de la musculation bien sûr. Parce que vous savez bien, pour bien tonifier son corps, il nous faut faire de la musculation. Mais c'est un domaine qui est un peu complexe, il faut avoir un tout petit peu de notion par rapport là-dessus et avoir aussi une méthode qu'on va utiliser pour maintenant faire de la tonification musculaire grâce à l'activité qu'on appelle la musculation plus précise. Donc aujourd'hui, on va vous proposer des types d'exercices et des renforcements musculaires pour un débutant qui veut faire développer sa masse musculaire ou bien tonifier son corps. Très rapidement, on va passer à nos prestations et merci à vous qui nous suivez sur notre chaîne télévision nationale. Au coach Bou pour les démonstrations ce matin. Alors coach Tandakha, est-ce qu'un débutant en musculation peut s'entraîner tous les jours? Non, négatif. Pas tous les jours. Parce que le débutant, il n'est pas un professionnel. Ce n'est pas un professionnel. Et puis, il faut être
très très prudent, puisque les débutants, en tout cas, c'est vrai que ne maîtrisant pas certaines choses souvent, puisque les débutants, c'est vrai qu'il faut y aller d'une manière assez progressive. Sinon, l'accident sportif arrive. Combien de fois par semaine? Bon, disons 2 fois ou 3 fois par semaine. D'accord, c'est suffisant, maximum. Pour les débutants. C'est ça, c'est pour les débutants. Ceci pour éviter les accidents sportifs, puisqu'il faut une certaine régénération des muscles. Souvent, les fibres musculaires sont attaquées et ceci pose énormément de problèmes. Alors, il faut absolument cette régénération pour permettre d'enlever toutes les toxines, puisque vous savez, quand vous faites la pratique du sport, vous prenez la musculation, vous avez ce qu'on appelle une accumulation d'acide lactique, donc qui se trouve dans le corps. Alors l'acide lactique, c'est cette substance toxique sécrétée par l'organisme pendant des efforts intenses, des efforts répétés. Alors ça demande une certaine régénération. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, donc qui se trouve dans l'organisme. Et cet ATP, comme on dit, c'est donc la seule énergie chimique capable de faire fonctionner le muscle, donc de provoquer la contraction musculaire. Ensuite, vous avez aussi à côté d'autres substances. Alors ces substances qui vont aller jusqu'à, en tout cas avec l'ATP, qui vont former justement ce bloc pour déclencher cette contraction musculaire. C'est comme qui dirait le substrat énergétique. Hein. Vous savez ce qu'on appelle le substrat énergétique à partir de cet ATP dont je parlais tout à l'heure. À partir d'un substrat énergétique, vous prenez l'ATP. Là-dedans, vous avez des altercations chimiques, des phénomènes d'oxydation. Et par la démolition de ce composé chimique qui est hautement énergétique dans la cellule musculaire, mais cette dernière va se raccourcir en se contractant. Alors, il va falloir maintenant faire une reconstitution. C'est pourquoi on dit toujours qu'avec l'ATP, il va falloir faire cette reconstitution pour permettre à l'organisme de se régénérer et de pouvoir prévoir l'entraînement du lendemain. Puisque vous avez des toxines à l'intérieur. Merci coach pour les précisions ce matin. C'est que les débutants pensent qu'il faut le faire tous les jours pour prendre très vite des muscles, pour avancer beaucoup plus vite, alors que c'est important évidemment de se reposer également et de permettre au corps de se régénérer. Finalement, à quel âge peut-on commencer la musculation? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des enfants aller en salle, on a vu des parents encourager les enfants à aller en salle, on a vu de jeunes enfants prendre des muscles et des enfants exposés sur les réseaux sociaux, présentés en modèle, parce qu'ayant des capacités peut-être extraordinaires. À quel âge doit-on commencer la musculation? À quel âge on peut commencer à soulever les poids finalement? Alors, la musculation peut se faire à tout âge. Mais en salle, la musculation avec des charges, c'est après l'âge de la puberté. Avec des charges, c'est-à-dire commencer à soulever à l'âge de la puberté, pas avant. Vous voyez, avec les gymnastes, par exemple, que ce soit la natation, que ce soit la gymnastique artistique, la gymnastique olympique au sol, mais là, il faut commencer très jeune. Et en commençant jeune, il faut, avec ces automatismes, faire de la musculation. Mais pas n'importe quelle musculation. La musculation avec le poids du corps. Mais pas la musculation avec charge. Ceci peut créer des problèmes au niveau de ces fibres musculaires. Problème de croissance. Ah oui, bien sûr. Et il faut la croissance, puisque là, c'est un problème de croissance, puisque la croissance, comme vous savez, avec les filles, par exemple, c'est des croissances, en tout cas, souvent, assez précoce du côté des filles par rapport aux garçons. Par exemple, si la croissance au niveau des filles, avec la sortie de la puberté, vous pouvez avoir une fille de 13 ans, de 14 ans, et qui déjà commence à rentrer à l'âge de la maturité pubertaire. Alors, le contraire pour le garçon. Alors, le garçon, il va falloir attendre un tout petit peu. C'est vrai que vers l'âge de 16 ans, de 17 ans, par rapport, contrairement à la fille. Voilà le système, ça se passe comme ça. Alors, comme on a l'habitude de dire, quand on parle de l'hypophyse, par exemple, hein, c'est ce qui fait que la fillette devient une fille et que le garçonnet devient un garçon. Donc ça, c'est des systèmes, en tout cas, c'est des études très approfondies qui prouvent justement cela. Alors, grosso modo,
faire la musculation, mais attendre après là, puisque l'ossification, dans tous les cas, s'arrête jusqu'aux environs de 22 à 25 ans pour l'ossification. Mais pour ce qui concerne la croissance, c'est vrai que là, évidemment, avec moins de 20 ans, et comme je disais tout à l'heure, surtout du côté des filles, puisque souvent, c'est des filles assez précoces. Hein. On a vu même des filles de 13 ans atteindre cet certain âge de la maturité, dans l'antichambre même disons, de la maturité. Alors, ce n'est pas le cas du côté des garçons. Même il y a souvent des exceptions. Ça ne peut pas manquer, quoi. On garde ce matin, donc, la musculation peut se faire à tout âge, avec le corps. Ah oui, à tout âge, avec le corps. Mais lorsqu'on décide de le faire avec le poids en en salle et avec des accessoires, il faut au moins atteindre l'âge de la puberté chez les garçons et chez les filles. Ah oui, oui, bien Très sûr, bien. parce qu'il y a certains pays, c'est réglementé. Vous allez vous inscrire en salle, mais pas de poids. Pas de poids. Voilà. Messieurs, petit commentaire sur la chronique gym de ce matin. Ah, j'avais dit que c'était pour Alioune, donc... Tu as commencé? Non, j'ai... Entre-temps, quand même, on avait commencé à voir quelques Ouais, j'avais commencé entre-temps, mais après, bon, je suis retourné à mes mauvaises habitudes, là, hein, de sédentarité et tout, même si comme je fais un peu de jogging de temps en temps, hein, sur le sable fin donc, de la plage de Tivaouane Peulh. Alors, à l'université, quand on débarque à l'université, on est tous tentés par la salle de musculation. Hein. Le professeur, il en sait quelque chose, hein, le professeur Chamadou Bambagay. Parce que, bon, c'est une découverte, c'est un nouvel environnement. Mais quand j'ai bien revu ma morphologie devant le miroir, alors, je me suis fait du yad, comme on dit, hein. Ce savoir, l'expression Wolof, comme ça, Bob. Je me suis dit, avec mes larges... Voilà, connaître ses limites, c'est ça le sens en français. Alors, avec mes larges épaules là, si je me mets à faire donc de la charge musculaire, je ressemblais plutôt à, voilà, je sais pas comment on appelle, à un T. D'ailleurs, c'est comme ça que me surnomme le professeur Omar Diaw, Mr. T. Un T. Parce que moi, j'ai la forme d'un T. Alors, je me suis dit, donc, je vais faire gaffe avec les charges. Hein, je préfère donc plutôt donc, les petits camps, voilà, faire du jogging, faire la corniche plutôt que d'être dans une salle de musculation. Parce qu'en fait, vous avez vu, hein, donc j'ai de larges épaules. Et ça, il y a beaucoup de pratiquants d'adeptes des salles qui ne le savent pas. Hein, parce que des fois aussi, il faut prendre compte aussi de sa morphologie. Sinon, ils ont un corps qui est un peu disproportionné. Hein, oui, quand on prend trop de muscles en réalité. Sinon, et souvent, les membres inférieurs, ils ne les travaillent pas. Oui. Hein? Donc, il faut travailler tout le corps, n'est-ce pas, coach? Il faut travailler tout le corps, il faut équilibrer les choses. Voilà. Il ne s'agit pas de prendre trop de muscles non plus, comme font les lutteurs, hein, Ibou, n'est-ce pas? Ibou, non? Musculation, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que j'en ai jamais fait même, à part les pompes, parce que j'ai fait de l'athlète, j'ai fait aussi... bon, bref. Ce qui est sûr, c'est que je sais que la démarche, c'est d'or à nord, de marcher et de boire. Et bravo, vraiment, j'ai apprécié les explications sur la fillette vers la fille, le garçonnet vers le garçon, et tout ce processus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que l'éducation sportive revienne dans les foyers académiques, n'est-ce pas, professeur? Oui. Hein, qu'on renouvelle, qu'on réactive UASU dans un autre format, mais pas dans un format nostalgique, qu'on puisse voir au niveau des communes qui sont nos responsables déjà, il y en a plus de 500, qui est une réelle politique sportive, qui crée des emplois déjà, même si ce sont des emplois de correspondants sportifs, qui même si c'est du bénévolat, mais avec une petite rémunération, un intéressement, et qu'il y ait une pratique sportive à toutes les échelles sociales. Cela va permettre d'abord de conserver la santé, cela va permettre aussi d'avoir un mindset très solide, et surtout d'avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. J'aime beaucoup les conseils de Ibou. Dites ce que je vous dis de faire. Ne faites pas ce que je fais. Voilà. Absolument. Absolument. Professeur cher Ahmadou Bamba, Alioune parlait tout à l'heure de l'université avec la salle et tout ça. Vous y étiez aussi quand vous étiez au... Oui, on était bien sûr, mais on était beaucoup plus à aller faire du football. Ah oui. Et aussi à faire aussi la musculation intellectuelle avec les mathématiques. Coach, bah oui, la musculation intellectuelle. Mais là, ça fait, comme le dit le professeur, ça fait travailler un peu les ménages. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, coach Tandakha. On referme la chronique de ce matin. On passe à la première partie de la rubrique invité, juste après ceci.
Et pour répondre à nos questions ce matin, professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, président de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique. Vous venez particulièrement ce matin nous parler de la 14e édition de la conférence sur la recherche en informatique et ses applications. Peut-être qu'il faut rappeler aussi qu'il est le directeur de l'Office du bac. Voilà, exactement. Hein. Mais ce matin, il ne vient pas nous parler. Non, mais moi, j'ai récupéré, j'ai récupéré mon bac. Hein. Il y en a qui ne l'ont pas certainement récupéré dans l'équipe. Hein. Alors, ne ratez pas l'occasion. C'est une occasion royale hein, pour vous. Hein. Donc, j'ai la liste. Après, on va vous la faire parvenir, hein, professeur. J'espère qu'ils ont le bac. Mais si, ils ont le bac. Ils ont le bac. Mais comme beaucoup de Sénégalais, ils ne l'ont pas encore reçu, récupéré. Voilà, c'est ça. Ils ont juste l'attestation. Okay. Mais bon, ça, c'est une autre problématique. Merci, mais vous êtes là surtout pour nous parler d'une autre problématique, donc disons la vulgarisation de l'informatique, comment faire pour qu'on puisse avoir des ingénieurs informatiques de plus en plus dans notre pays, parce que si on rate ce câble-là, ça va être très compliqué pour le Sénégal, donc de faire face donc à la forte concurrence, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a des États, des pays qui investissent des milliards et des milliards pour la formation de leur élite, pour que l'informatique soit véritablement le b.a.-ba hein, dans les relations public. Et aujourd'hui, vous vous êtes assigné donc cette mission, vous, donc membre de l'ASSI. Hein, l'ASSI, donc c'est l'association sénégalaise des chercheurs en informatique, dont vous êtes le président. Et vous vous dirigez donc vers votre conférence, cette grande conférence annuelle, dont le thème cette année-ci porte sur donc l'inclusion digitale et l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Mais aujourd'hui, en termes de conseils, d'orientation et de formulation de la politique nationale d'accès donc à l'informatique, et quelles sont les grandes lignes que vous avez fini, disons, d'envoyer à l'État central? Merci beaucoup, Alioune Badara. Donc, je vais un peu revenir sur le mot, c'est ASCII. ASCII, ASCII, c'est un acronyme, parce que comme le code ASCII, quand on fait de l'informatique, l'informatique comprend seulement des 0 et des 1. Mais là, ça s'écrit, ça se lit ASCII, mais... Ça se prononce ASCII. Ça se prononce ASCII. ASCII. OK. Ça se prononce ASCII, parce que quand on est sur l'informatique comprend des 0 et des 1. C'est ça. Et chaque caractère que l'on écrit, il y a un code hexadécimal qu'on transforme en binaire pour que ça devienne des 0 et des 1. Voilà. Moins élitiste, hein, il est déjà perdu. Moins élitiste. Dans les explications. Dès que vous dites 0, dès que vous dites 0 et 1, c'est parti. Pour que le professeur, le coach ne soit pas largué. Ah. D'accord. Voilà. En fait, ce que je dis, c'est que l'informatique comprend que des 0 et des 1. C'est ça. C'est vrai ou c'est pas vrai. Binaire, oui. Voilà. C'est binaire. Oui. Et l'association sénégalaise a été créée depuis 2014. Depuis 2014, oui. On fête nos 10 ans cette année-ci. Et pour vulgariser l'informatique, la communauté s'est dit, l'informatique au début, les gens pensaient que c'était seulement du traitement de texte, Word et Excel. Les gens ne connaissaient pas encore qu'on pouvait faire de la recherche en informatique. Parce que c'est la recherche qui permet de faire développer, de faire pousser les choses. Ce qui fait que la communauté, les pères fondateurs ont eu à mettre en place cette association et qui organise depuis 2010 cette conférence qui aura lieu tout à l'heure à 9h au niveau de l'Université de Dakar. Ça démarre aujourd'hui. Ça démarre aujourd'hui. Et qui dit recherche en informatique, l'ASCII, depuis qu'elle est née, elle a eu à mettre en place la cartographie des formations au niveau du Sénégal. Elle a eu aussi à unir les chercheurs de la diaspora et aussi du Sénégal. Aujourd'hui, après, nous sommes 250 membres au Sénégal, à l'extérieur, pour le bien-être des populations. On a eu aussi à définir des axes de recherche, mais aussi mettre en place une collaboration entre l'université et les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'il y ait une synergie entre l'entreprise et les universités. Ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des thèses qui sont co-encadrées au niveau entreprise, parce qu'il faut qu'on aille regarder la problématique de l'entreprise pour pouvoir essayer de le solutionner. On a aussi mis en place tout ce qui était des ressources libres pour permettre aux étudiants sénégalais qui font l'informatique de pouvoir avoir le même niveau de connaissance à travers toutes les universités pour pouvoir avoir une certaine standardisation et faciliter la mobilité des étudiants entre les universités. Donc tout ça, c'est des actifs de ASCII. Pour revenir maintenant au thème de la conférence, parce que qui dit inclusion digitale, parce que nous avons une fracture numérique au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la diaspora. Et quand on dit fracture numérique, si aujourd'hui on fait de la formation à distance, comment garantir l'équité entre tous les Sénégalais qui sont à l'intérieur, au niveau de l'étendue du Sénégal, pour pouvoir atteindre des objectifs d'apprentissage. On voit qu'il y a des problèmes d'Internet, on voit qu'il y a des problèmes de couverture. Et c'est là où, aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'intelligence artificielle peut venir en aide
pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Parce que si quelqu'un n'est pas capable de se connecter, aujourd'hui, on peut avoir des chatbots, des agents conversationnels, par exemple, qui ne sont pas en ligne au moment où tu envoies ta commande, mais qui peuvent te répondre en background. Et aussi, étudier le comportement. Aujourd'hui, ce matin, si vous partez au niveau de la conférence, il y a des gens, des papiers, qui essayent de voir le comportement des élèves depuis qu'ils ont le baccalauréat et comment ils ont eu à réussir à l'université pour regarder comment les orienter. Parce que nous avons des fois un problème de choix des élèves. Les élèves ne savent pas où aller. Ils sont bons en français, bon, ils disent qu'ils vont qu'ils aillent au niveau de la faculté de lettres. Ils sont bons en maths, mais ils n'ont pas de visibilité. Et les gens sont en train, grâce à des outils, de pouvoir maintenant mieux aussi orienter. On le fait aussi au niveau de l'association. Et d'éviter aussi les orientations arbitraires. Parce que j'en ai vu des cas, des élèves qui étaient vraiment bons dans une discipline, qui rêvaient de continuer leurs études dans cette discipline-là à l'Université, mais qui ont été victimes d'une orientation arbitraire avec le nouveau système instauré depuis un certain temps au Sénégal. Est-ce que je dirais que c'est arbitraire? Parce que... Arbitraire, parce que ce n'est pas leur désir, et puis voilà... Ils font le choix. Ils font le choix. Il y en a même à qui on a imposé certains chois. Ça j'ai vu, mais bon, ça ce sont les incohérences du système à corriger aujourd'hui. Hein. Je pense que peut-être vous avez quelques remontées par rapport à cela. Parce qu'au niveau de Campus N qui fait l'orientation, l'élève a la possibilité de faire ses choix. Maintenant, après les choix, quand les élèves font les choix, ils sont classés en fonction du méritat. Donc si moi je demande à vouloir faire médecine, alors que j'ai mention bien, alors qu'il n'y a que des mentions, par exemple, très bien. Donc, ça veut dire que ce sont ces mentions très bien-là qui vont être orientées en premier. Et maintenant, après, tu es obligé de passer maintenant au niveau de ton deuxième ou troisième choix. Ou bien, si je veux faire l'informatique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, alors que les nombres de places sont limités parce que nous n'avons pas assez d'équipements pour pouvoir prendre tout le monde. Et ça amène votre question pour avoir cette Silicon Valley. Si aujourd'hui, on a des espaces où nous pouvons faire du codage, parce que pour moi, quand on dit du codage, c'est seulement avoir une machine, et c'est l'esprit. On n'a pas besoin d'être très très fort. Ça doit être un jeu qui est ludique. Ce qui nous permet, on a des machines un peu partout, comme on vend du café un peu partout au niveau du Sénégal. Demain, on aura une Silicon Valley ici au niveau du Sénégal. À la sénégalaise. Et c'était ma question, justement, le matériel. Comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès justement à cet outil-là? Parce que pour faire du codage, il faut bien avoir une machine en face de soi pour pouvoir s'exercer. La deuxième question concernait justement nos différents établissements scolaires. Je veux même dire les écoles élémentaires et peut-être même aller plus bas. Dans le préscolaire, est-ce qu'on ne devrait pas déjà réfléchir, est-ce qu'au niveau de l'association, vous le faites, réfléchir à emmener justement ces petits-enfants à déjà commencer à titiller ces outils avant même d'arriver au niveau universitaire? L'association est une force de proposition. Et aujourd'hui, pour faire du codage, même avec les smartphones que nous avons aujourd'hui, on peut faire du codage avec nos smartphones. Moi, je dis que si on part au niveau élémentaire, où on va mettre en place des smartphones, on met aujourd'hui des clients légers parce que ce n'est pas cher, l'outil informatique pour faire du codage. Le smartphone que nous avons, on peut les utiliser. Et aujourd'hui, quand on amène l'informatique au niveau de l'élémentaire, l'élève va grandir avec ce mindset d'être un futur programmeur. Ce n'est plus une tâche que l'élève fait pour être noté, mais il le fait pour du plaisir. Et l'informatique, on doit faire pour du plaisir. Et même si on part, il y a des projets que les gens sont en train de regarder au niveau de l'Association sénégalaise des chercheurs en informatique, pour même partir au niveau des DARA. Pour partir au niveau des DARA, leur donner l'outil informatique pour qu'ils puissent commencer à programmer. Parce qu'en réalité, c'est de l'inspiration. Et programmer, tu n'as pas besoin d'être entre les quatre murs. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous avons la capacité de pouvoir mettre un ordinateur, comme on disait à l'époque, un étudiant, un ordinateur, si on arrive à avoir un élève, un étudiant, un élève, un ordinateur, automatiquement, on va devenir une force de frappe par rapport aux 10 prochaines années au niveau du Sénégal. Ibou, on ne peut pas faire cette interview sans votre intervention, vous qui êtes à Sénégal numérique. Hein? C'est votre cœur de métier. Je suis ravi et en extase de voir que la démarche pédagogique est la bonne. C'est surtout que ceux qui sont au niveau élémentaire ne soient pas dans l'aspect, entre guillemets, académique, conventionnel. C'est une découverte, c'est de la créativité pour être un programmeur. Il vous suffit du néant, et à partir du néant, vous devrez produire quelque chose. Et je suis tenté de demander au professeur, est-ce que vous travaillez spécifiquement avec une zone rurale pour pouvoir initier les enfants à la programmation informatique?
Nous, dans notre zone, avec la diplomatie numérique, nous l'avons commencé, nous l'avons initié, où les enfants, à travers une application qui est graphique, ils ont commencé à faire des personnages. Et même, il y a certains qui continuent encore de subir cette formation afin de faire un scénario d'un dessin animé qu'ils auront eux-mêmes sur l'ensemble de la chaîne créé. Est-ce que vous travaillez exactement avec une commune dans ce cadre-là? Oui. On est parti au niveau d'un projet que les collègues de l'ASCI qui étaient au niveau de l'ESP, ils sont partis à Tchitou, le village de Cheikh Anta Diop. Parce que bon, comme Cheikh Anta est notre parrain, on est parti à Tchitou, équiper là-bas une salle pour initier les élèves. Et c'est un projet qui a été géré par Bamba Mbaké, qui est mon homonyme, qui est à l'ESP, et qui est parti. Et nous continuons à faire cela. Nous partons aussi à des missions au niveau des campus, au niveau de chaque zone, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des zones, à travers les zones qui sont implantés un peu partout avec l'université numérique chez Amadou Kane, être beaucoup plus proche des utilisateurs. Et nous sommes partis aussi dans le cadre de nos recherches jusqu'à Namarel. Namarel, c'est dans le Ndioum. Parce que aussi, on a des difficultés de connectivité au niveau de ces zones. Et dans le cadre de nos recherches, nous proposons des architectures qui sont capables de pouvoir permettre aux éleveurs, dans le cadre de leur transhumance, de pouvoir communiquer. Donc ça, on le fait, c'est des recherches que nous faisons pour essayer de réduire la fracture numérique. Alors, professeur, l'accès à l'informatique pose aussi la problématique du contrôle de la surveillance de nos données. C'est un défi de taille pour tous les États, surtout les nôtres ici sur le continent. Êtes-vous rassuré, vous, membre donc, de cette association, par les politiques mises en place par le Sénégal pour préserver, contrôler nos données? Ou bien est-ce qu'il y aurait peut-être quelques petites failles, ça et là, que vous avez fini de signaler à l'État? Avec l'acquisition du nouveau supercalculateur, qui a commencé à calculer depuis quelques semaines, c'est un avancé. Parce que tout simplement, avant, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils ont des données, ils ont des programmes, ils veulent faire des calculs, ils amènent les données en Europe, au niveau des clouds, des data centers, des autres organismes, des autres providers. Mais du moment où tu héberges tes données, même si tu veux faire des calculs, ils ont possession de ces données, même si tu es capable de pouvoir les chiffrer. Aujourd'hui, avec le supercalculateur que nous avons, les chercheurs n'ont plus besoin d'amener les données au niveau du cloud d'un organisme X ou Y, mais ils peuvent calculer au niveau du Sénégal. Il y a aussi le data center de Sénégal numérique SA. Maintenant, il reste à avoir une politique de gouvernance des données pour imposer à ce que tout organisme n'ait pas la possibilité de pouvoir héberger des données, comme ce que les Américains font. Ils disent à Facebook, excusez-moi, que tout client qui est sur Facebook, ils sont obligés de rapatrier les données aux États-Unis. C'est le politique acte. Depuis les attentats du 11 septembre, quand tu as un compte sur Facebook, les cas que tu coches sans pour autant regarder, parce qu'on n'a pas le temps de regarder, et automatiquement, toutes les données sont backupées au niveau des États-Unis. Et qui contrôle les données contrôle le monde. Exactement, bien sûr. Connaît d'avance les aspirations de chaque peuple. Merci beaucoup, professeur. Restez avec nous. Dans la deuxième partie, on reviendra sur le programme de cette grande conférence. Également sur la question de la vocation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus, en tout cas, vous sentez en tout cas aujourd'hui cette envie-là chez les jeunes de faire de l'informatique à l'université au niveau supérieur? Comment faire pour booster cette envie-là? Donc voilà cette question, on va vous la poser dans la deuxième partie, Inch'Allah. Vous restez en plateau avec nous. Ce que j'aime dans la démarche, c'est qu'elle permet de faire comprendre justement à nos jeunes que quand on parle d'informatique et de smartphone, c'est pas seulement les réseaux sociaux. On a l'impression que ça se résume à ça. On consomme uniquement les réseaux sociaux alors qu'il y a la programmation et de la recherche également à faire. On va souffler un tout petit peu en musique. Dans un petit moment, on vous respecte le clip archive, bien évidemment. Dans un moment, on ouvrira ces archives-là avec Alioune Diop. En attendant, voici le bulletin d'info. À tout de suite. La célébration du 1er mai rappelle les batailles du passé pour les droits des travailleurs. Elle consacre aussi des concertations sur les revendications actuelles. La remise des cahiers de doléances des représentants des travailleurs au président de la République est une tradition républicaine. Un moment solennel pour des échanges sur les grands défis dans le monde du travail.
Le vent de changement qui a soufflé sous nos cieux traduit chez nos compatriotes un profond désir de justice sociale, d'épanouissement dans le travail et de liberté. Notre dessein commun de prospérité passe par un chemin que nous devrons, tous, main dans la main, emprunter sans hésitation, en surmontant les embûches sans trébucher et en agissant avec éthique et responsabilité. C'est donc dans un contexte de transformation systémique, en profondeur et assumée, qu'est célébrée la fête du travail cette année. En termes d'attente, le mouvement syndical dans son ensemble nourrit beaucoup d'espoir sur l'action gouvernementale. Votre appel à la réconciliation nationale, la reddition des comptes, à des audits, à l'exploitation judicieuse de notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur-Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur-Moussa, que la commune de Keur-Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Keur-Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribueurs se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. La mesure prise par le chef de l'État vise donc à restituer une justice sociale pour des communes limitrophes qui héritent d'une part dérisoire des 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen thiessois, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne passera pas. Auditer et régulariser une situation anormale, c'est le sens de la démarche. Le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les services compétents à rester fermes sur les décisions concernant les sites visés. Allez, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct depuis 6h30 et le magazine se poursuit maintenant avec les archives. On retrouve Alioune Diop ce matin pour son sujet du jour. Alioune Diop, on me signale à la régie qu'il est déjà en place. Bonjour Alioune. Bonjour Sarah, je salue bien sûr toute l'équipe de Kinkeliba. Le sujet de ce jeudi matin, de quoi nous parleras-tu ? Oui, Sarah, célébrer le travail, fêter les travailleurs, justement, c'est l'objectif de la fête du 1er mai qui a été célébrée. On va revenir un peu sur comment est née cette célébration, mais aussi parler des grandes figures du mouvement syndical sénégalais.
Important parce qu'on parle du 1er mai, de la fête du travail, et beaucoup ne connaissent peut-être pas l'histoire de cette journée internationale. On ouvre les archives ce matin justement sur cette célébration avec Alioune Diop. On écoute les commentaires et puis en plateau, on va poursuivre avec Ibou dans sa chronique sociétale ce matin. On y va. Oui, pour revenir un peu sur l'historique, comment est née la fête du 1er mai, il faut retourner à 1886. C'était bien sûr aux États-Unis. Il y a eu une marche, un mouvement social des travailleurs qui revendiquaient 8 heures comme temps de travail et non 12 heures, ce qui était appliqué jusque-là. Et c'est en 1889 que l'Internationale socialiste a pris le combat en main pour organiser chaque 1er mai des manifestations pour réclamer, encore une fois, 8 heures comme temps de travail et non 12 heures, ce qui était appliqué jusque-là. Pour revenir un peu sur 1886, il y a eu 2 morts, des blessés, mais aussi des explosions devant des commissariats. C'est pourquoi la fête du 1er mai est célébrée un peu partout, mais pas aux États-Unis jusque-là, puisque c'est un mauvais souvenir pour les Américains. Alors, si on vient en Europe, on va parler de la France avec 1941, des manifestations. Et 1948, on a commencé à célébrer le 1er mai en tant que journée chômée et payée. Journée de travail chômée et payée. Et par la suite, je crois que dans le monde entier, on célèbre le 1er mai. Ici au Sénégal, on le fait depuis de longues années, depuis longtemps, bien sûr. Et ici au Sénégal, on a connu, par exemple, des responsables syndicaux d'envergure vraiment nationale, voire internationale. Je crois qu'on peut en citer comme ça, pêle-mêle, Madia Diop, inévitablement, mais aussi Ibn Ndiaye, Diadji, Abdourahmane Ba, il y en a eu. Mamadou Diouf récemment avec le Sud-Est. Je crois qu'ici au Sénégal, on se souvient encore de la grève du Sud-Est, grève d'avertissement au mois de mai 1980. Tout le monde se souvient de cette grève, tellement cette grève avait réussi parce que très bien organisée. On dit même que cela avait surpris les autorités, mais aussi la population. Et ça n'a duré qu'une seule journée, mais c'est une grève inoubliable pour parler des enseignants qui revendiquaient justement de meilleures conditions de travail. Donc ici au Sénégal, depuis quelques années, avec la pandémie de Covid ou peut-être d'autres stratégies, pendant 4 ans, les syndicalistes, en tout cas les travailleurs, on va le dire comme ça, avaient adopté une autre démarche pour célébrer le 1er mai. Mais cette année, il y a eu vraiment des marches un peu partout au Sénégal. Des dizaines de travailleurs étaient dehors autour des principales centrales syndicales pour justement revendiquer, pour déposer par la suite leur cahier de doléances entre les mains du président de la République qui les a reçus. Et le président de la République qui a affiché une certaine ouverture, il l'a dit dans ses propos, dans son discours, il l'a dit, il aurait aimé rencontrer les travailleurs dans d'autres conditions, pas des moments de revendication, tout en reconnaissant qu'il n'y a rien de plus légitime que de déposer entre les mains du président de la République un cahier de doléances. Il reste ouvert, il l'a dit, pour discuter davantage. Déjà, ça a été entamé. Ceux qui n'avaient pas pris part à ces rencontres vont réintégrer, justement, vont intégrer pour que la discussion soit large, soit vraiment ouverte avec les travailleurs. Et on va peut-être vers un pacte entre les travailleurs et l'État du Sénégal. Donc, le 1er mai, au moment de dialogue, de partage, de discussion pour trouver des solutions entre le patronat, entre les travailleurs, mais aussi entre l'État, puisqu'on parle de vie chère, on parle de baisse de fiscalité, on parle de paiement de dettes, etc. Donc le 1er mai, c'est un événement assez important, un moment de dialogue, je vous le disais, un moment de discussion pour trouver une solution pour de meilleures conditions de travail, meilleures conditions socio-économiques des travailleurs. Voilà, archive aussi aujourd'hui dans Kinkiliba. On a parlé de la fête du 1er mai. Sarah, merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vais retourner dans le studio à Amadouba pour retrouver justement Yoran Ndiaye dans Plus près de vous, Guelen Diégué. À la semaine prochaine.
Avec le même plaisir, on te retrouvera, mon cher Alioune Diop. Excellente journée et nos amitiés à Yolande Ndiaye. On poursuit le débat en plateau maintenant sur cette journée du travailleur, cette journée du travail. Si vous préférez les marchands ambulants de manière générale ou les maîtres, comment les accompagner? On repose la question en plateau ce matin parce qu'Ibou, ces marchands ambulants sont évidemment comme tous les travailleurs également. Ils ont des droits, ils ont des doléances. Et probablement, ils ont une envie légitime de voir leurs conditions de travail améliorées aussi. Absolument. Je ne pense même pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse rêver d'être marchand ambulant. Je ne le crois pas. Donc, ce qui veut dire que c'est une nécessité, parce que le travail identifie l'individu. Dès qu'on se rencontre, ou bien des gens qui se connaissent, qui se voient plus tard, c'est une question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est une question. Le travail même, c'est comme si c'était la propre identité. Si vous n'avez pas de travail, c'est comme s'il y a un déni d'identité de l'individu. C'est vrai que quand on rencontre des anciens camarades de classe, Absolument. des promotionnaires, c'est la question qui vient tout de suite. Absolument. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Le travail, la dignité, la foi, la conservation, tout cela est un dénominateur commun comme le travail. Il y a eu des philosophes du travail qui en ont parlé, qui ont digressé, etc. Au Sénégal, quand on voit un baïfal, on dit « liguey », tout de suite. C'est la base d'abord. Quand on voit un baïfal, même en ville, on est surpris qu'il y ait cette dichotomie. Sur les marchands ambulants, il y a eu plusieurs causes. Mais si on prend les années 80, où il y avait le chef de l'État de l'époque, qui avait proposé un projet qui s'appelait, je crois, direction, ou en tout cas, de l'insertion et la réinsertion et de l'emploi, où c'était les maîtrisards de l'économie qu'ils avaient donné des boutiques témoins, etc. On l'a vu quelques années après, c'était un échec. Parce que, à la base, on n'était pas connecté à nos réalités. Rappelons que marchand ambulant est un terme très toubabisé qui, depuis les années 2000, mais on l'appelait les Bëccëg ou Bëccëg Juróom, Bëccëg Fukk, etc. Donc, du coup, qui faisaient les petits nias là, les tracés dans les maisons. C'est ça. Pour dire qu'on vous donne, c'était à crédit. Et qui venait souvent du Fouta Toro. Merci beaucoup. Nos amis, machallah, des peuples du Fouta comme ça. Et ce principe de marchand ambulant, ce sont des gens exposés. Ils sont les plus exposés parmi nous. Ce sont d'abord qui ont quitté leur propre terroir, le monde rural, pour venir dans nos villes. Souvent, c'est dans les zones urbaines. Ils sont exposés. Ils sont surtout dans la menace de chaque jour de perdre leur pitance. Cette subsistance alimentaire ne peut pas être garantie parce qu'ils occupent un espace public. C'est vrai, la loi interdit d'utiliser l'espace public pour ses besoins en dehors des échanges sociaux. C'est vrai aussi, parce que les trottoirs, c'est pas pour ça. Nous ne sommes pas dans un monde toubabisé. Nous sommes dans un monde qui a moins de... une république qui a moins de 100 ans. Donc, moins de 100 ans, comment on vivait avant? Est-ce qu'il y avait ces règles? Les règles sont présentes. Il y a des lois administratives qu'on doit respecter. Mais ce sont des citoyens à part entière. Ce sont des êtres humains, des mères de famille. Une dame m'a dit... Elle a des problèmes de calcul au niveau de ses reins parce que pour faire pipi, elle a du mal à trouver dans le voisinage. Vous vous rendez compte? Un garçon m'a dit, depuis 2002, je suis là. Et je suis tellement migraineux, mais avant, je n'étais jamais avant. Parce que toujours exposé au soleil, à la pollution. J'ai même échangé avec quelqu'un qui m'a dit que les formes d'AVC peuvent même être dues à la pollution, de fait d'être exposées aussi longtemps. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et si vous allez dans d'autres pays, prenons un pays comme l'Inde, 1 milliard d'individus, ils ont réussi à créer une loi de subsistance pour les marchands ambulants. Mais si on regarde les ODD, il y a la lutte contre la pauvreté. N'est-il pas temps vraiment qu'on puisse trouver un canevas? Il y a un dialogue pour la justice, je pense, très prochainement. Est-il pas temps aussi qu'on fasse un dialogue sur les marchands ambulants, de manière spécifique? Quand on parle de travail, les fatous qui sont dans nos maisons, quel est le cadre juridique qui les encadre? Est-ce que c'est du travail de l'esclavagisme moderne? Quel est vraiment le format? Surtout les marchands ambulants. Parce que vous vous rendez compte que quelqu'un qui est là depuis 2000, depuis 2010, chaque matin, il se lève. Il me dit la moyenne, c'est 3 000 francs minimum qu'ils dépensent. Et ils sont exposés. Et là, tout récemment, ils ont été déguerpis. Mais ceux qui les ont déguerpis sont dans le cadre administratif réglementaire. C'est dans une légalité. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui avait été trouvé pour que tous ces marchands ambulants puissent y aller? Nul.
Je me souviens plus très bien de l'endroit, mais... On finit de leur trouver un endroit dans certaines communes. Après, c'est comme qui dirait une goutte d'eau dans la mer. Absolument. C'est la demande, elle est forte. Absolument. Chaque jour que Dieu fait, certainement aujourd'hui, voilà. Il faut une large concertation. Ouais. D'abord, on a du mal à identifier qui sont ces marchands ambulants. Je salue M. Si, qui est marchand ambulant depuis une quinzaine d'années ou vingtaine, au rond-point Liberté 6. Mais ces jeunes m'ont tellement ému. Quand je me suis rendu compte pour manger, ils n'étaient pas obligés de vivre pour manger, mais de se battre. Mais je n'étais pas à l'aise. Je les ai regardés dans leur dignité. Mais ils n'ont pas pris les pirogues, ils ne sont pas partis au Nicaragua. Ils sont restés. Comment accompagner justement ces marchands ambulants-là? On a beaucoup parlé de formalisation, pour qu'on sache qui ils sont véritablement, pour pouvoir les aider. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Ibou, qui est marchand ambulant et qui ne l'est pas? Comment peut-on aider quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à identifier? Problème, parce qu'un marchand ambulant, bon, il est censé être toujours mobile, en mouvement. Mais vous êtes marchand ambulant, vous réclamez une place, une cantine quelque part, ça pose problème. Donc déjà, à ce niveau, c'est incohérent. Absolument. Je pense qu'il y a lieu peut-être de les regrouper, qu'ils puissent peut-être cotiser à l'IPRES avec une subvention de l'État. Absolument, la CMU est là. La CMU, ils n'ont pas ce réflexe-là. Ils pensent qu'en fait, seuls ceux-là qui ont peut-être un emploi salarié ont la possibilité peut-être d'ouvrir un compte au niveau de l'IPRES, alors que l'IPRES aujourd'hui prévoit en fait certains schémas pour cette classe-là qui n'a pas un emploi rémunéré salarié. Il est possible de le faire, mais avec peut-être un certain accompagnement de l'État central également. Par rapport à la prise en charge médicale, moi je me dis souvent, moi je suis un privilégié. L'un de mes proches tombe malade, je ne le souhaite pas, mais au moins je sais que je peux l'amener dans une structure, il sera bien pris en charge. Mais nous sommes combien? Si on prend les 17 millions de Sénégalais, même pas 1%. Absolument. Alors, et la grande masse. Absolument. Je pense que tout cela également, il faudrait qu'il y ait des politiques pour les prendre en charge. Vas-y, vous, très rapidement, je vais entendre les autres. Là, par exemple, ceux qui sont du rond-point Liberté 6, ils ont adressé une correspondance au président de la République en proposant des solutions. Ils disent que nous sommes prêts à quitter. Mais pour aller où? Nous ne voulons pas aller en Espagne, nous ne voulons pas aller au Nicaragua, nous voulons rester ici. Ils ont même dit que, pourquoi pas dans la filière de l'oignon? Pourquoi pas la filière agricole? Ils sont prêts à retourner dans leur terroir. Mais retourner dans son terroir à 0 francs, c'est limite de l'humiliation. C'est un échec patent. Ça, c'est pas possible non plus. Donc, en multipliant, à mon avis, que ces marchands ambulants adressez les correspondances au président de la République, faites des propositions, j'en suis absolument sûr. Il y aura arrivé un seuil, un modèle qui va être proposé de gouvernance. Logiquement, dans la logique, les interlocuteurs institutionnels vont être saisis et vont identifier ces marchands ambulants et tout de suite pour qu'ils puissent avoir une concertation nationale, mais d'abord régionale au niveau de Dakar. Et même au niveau de pôle de Dakar, c'est différent. Si vous venez à Diamniadio, là, c'est très différent le type de marchand ambulant. Vous ne pouvez pas identifier parce que c'est un gros carrefour. Si vous allez à Liberté 6, vous parvenez à les identifier. Quelqu'un qui vous dit que je suis là depuis 2010, c'est un marchand fixe. Si vous allez au niveau des allées de la Gueule-Tapée et le boulevard, c'est la même chose. Si il y a aussi la question des marchés hebdomadaires aussi. Absolument. Les samedis, les vendredis, les mercredis, les jeudis, selon, exactement. Là aussi, on retrouve aussi des... Mais le secteur informel, on le sait de manière générale, porte notre économie. On est à quoi? À plus de 90%, c'est ça? Donc, il est important de pouvoir identifier ces personnes et de réfléchir à comment mieux les accompagner. Coach, les marchands ambulants, on en croise un peu partout. Manque d'encadrement, il faut encadrer. Je crois que le président de la République, vous l'avez dit, cette lettre adressée au président de la République, alors on espère qu'il va réagir et que ces marchands ambulants, en tout cas c'est extrêmement difficile et c'est vraiment préoccupant. Alors on les a déguerpis, maintenant la destination prochaine c'est où? Alors c'est ça, moi, ma question. Alors ça va être extrêmement difficile. C'est un secteur qu'il faudra vraiment bien encadrer. Voilà. Professeur Cheikh Ahmadou Bamba-Gaye, l'informatique peut-elle apporter de la formalisation. Des solutions? Oui, pour moi, si on prend les marchands ambulants qui sont les moins jeunes, je pense qu'il faut les former. Oui. Il faut les former, les accompagner. S'ils ont un métier, on a beaucoup de demandes au niveau des secteurs du BTP, au niveau d'autres secteurs, pour les formaliser, pour les amener, pour les faire sortir. Ça. Parce qu'il y en a qui sont fixes, ils n'ont pas de place pour pouvoir vendre. Mais les autres qui sont moins jeunes, moins de 14 ans, on les amène vers des formations diplômantes pour qu'ils puissent au moins aider le Sénégal. C'est vrai. Ibou, on va terminer avec ça. Quand on est aussi jeune, il faut au moins avoir une formation, savoir faire quelque chose. Et donc c'est important ce que dit notre invité. Ça passe aussi par ça. Absolument. On peut toujours, a priori,
d'avoir des solutions clés à main. Mais la première chose, pour moi d'abord, c'est l'identification. Pour pouvoir même lutter contre le système, le sentiment d'insécurité, de criminalité. Parce qu'on ne sait pas qui sont ces agresseurs. On ne sait pas qui sont dans les scooters qui agressent les travailleurs du matin. On ne le sait pas. Oui. Mais en commençant d'abord par une identification, forcément, il y aura des projets de solutions. La formation en est une. Mais aussi d'autres activités dans les zones rurales demeurent des solutions. Tout à fait. Parce que n'oublions pas aussi, quand je quitte là-bas à Warkhor pour venir à Dakar, le peu que j'ai, c'est peut-être mon épouse qui est là-bas. Mais surtout les femmes qui sont les marchandes ambulantes. Mais il faut voir ce drame parce que souvent, ils ont des enfants. Et les enfants sont juste à côté. Les enfants sont juste à côté. Donc, c'est toute une chaîne de dégradation des valeurs humaines. Mais c'est l'être humain d'abord. Il faut que l'humain soit au cœur de nos solutions. Ensuite, on apporte les solutions scientifiques et techniques. Mais d'abord, adresser les correspondances au chef de l'État qui va disperser. Et là, en ce moment, les techniciens vont venir proposer des solutions. Mais ça passe d'abord par une concertation. Il me semble qu'il n'y a jamais eu une concertation nationale sur les marchands ambulants. Et c'est une problématique qui demeure parce que je ne parle même pas des artisans, ceux qui vont aller faire les mécaniques, ceux qui vont aller faire, etc. J'y reviendrai sur une autre chronique sociétale plus tard. Très bien. Concertation avec les marchands ambulants. On garde évidemment cette proposition. Il faut réguler ce secteur ce matin. On termine. On a 2 minutes avec notre invité de ce matin, professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Ce matin donc, c'est la 14e édition de la conférence sur la recherche informatique et ses applications qui s'ouvre. Les objectifs et le programme, très rapidement. Donc le programme, on a des présentations des chercheurs venant des différentes universités du Sénégal. On a aussi des panels sur la cyber-souveraineté du Sénégal. On a aussi un panel pour inviter les gens comment s'approprier du supercalculateur que nous avons. Nous avons aussi un dîner de gala et aussi du sport entre les enseignants, les chercheurs et tout le monde. Donc je vous invite au niveau de l'UCAD, Cheikh Anta Diop, tout à l'heure, à 9h, il y aura la cérémonie d'ouverture présidée par le DGRI. J'avais une dernière question à lui. Voilà, j'avais une question sur les recherches actuellement aujourd'hui, en tout cas menées par ces Sénégalais. Est-ce qu'elles sont bien préservées? Est-ce qu'elles elles portent sur des domaines en tout cas qui nous sont essentiels, nous Sénégalais, parce que chaque peuple également a ses besoins, les besoins les plus immédiats des Sénégalais. Est-ce que sont-ils pris en charge par ces recherches-là? Aujourd'hui, je prends un exemple. On est en train de mettre en place un corpus pour la correspondance entre Wolof et Français pour pouvoir faire de la traduction automatique. Wow. Aujourd'hui, les services, par exemple, de l'État veulent avoir des serveurs vocaux qui vont parler au niveau de différentes langues. C'est ça. Donc, les gens sont en train de mettre en place des modèles IA pour pouvoir faire une correspondance entre nos langues nationales, mais aussi avec le français. On est en train aussi de déployer des architectures de communication pour les pêcheurs, que quand ils partent, par exemple, en mer, qu'ils puissent avoir des possibilités autres que le satellite, qui est très très cher. Donc, on est en train de faire des recherches pour la société et pour le bien-être des populations. Merci, merci. Bon vent à Aski. Merci beaucoup. Eh bien, on vous souhaite également un bon congrès, tout simplement. Merci d'être passé sur ce plateau, professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Merci, mon cher Ibou. Merci, très chère Sarah. Les marchands ambulants te sont reconnaissants ce matin. Oui, absolument. Un clin d'œil à ceux-là que tu connais et chez qui tu achètes souvent. On en a tous, finalement. Merci, mon cher coach Tandakha. À la semaine prochaine ou à demain déjà pour la dernière capsule. Alioune, on se retrouve demain pour terminer la semaine avec nos téléspectateurs, bien évidemment. Avec une victoire de l'OM qui jouera sa demi-finale aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Un plateau du vendredi festif. Autrement, je m'engage pas. Le PSG a perdu contre Dortmund, mais c'est l'aller. On verra ce que ça va dire. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to